Salut Dimitri, comment ça va? Ça va très très bien, merci. Merci pour ton invitation, celle-là. Bah, merci à Ravi de toi te voir d'avoir en vrai aussi accepté. pour la première fois parce que c'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est Merci vrai, pour ça fait cette vraiment invitation. plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation de Super Indep. Est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire un petit peu ce que tu fais? Alors, Dimitri, c'est écrit, c'est mon prénom. Je suis développeur logiciel full stack. D'accord. Donc je fais de la programmation logicielle, j'écris des lignes de code, c'est mon métier. En tant qu'indépendant, et je travaille sur divers projets. Actuellement, je suis sur un projet qui s'appelle le Pass Culture, dont tu D'accord. as peut-être déjà entendu parler. Oui, effectivement. Et alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a mené en fait à devenir freelance, indépendant? Alors, comment je suis devenu freelance? Euh, ouais, c'est un peu, ça s'est pas fait exprès, vraiment pas. D'accord. Ça s'est fait naturellement, mais c'était pas fait exprès. J'avais pas la volonté d'être indépendant, mais c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup rabâché, hein. Car, enfin mes amis, hein, ils m'ont beaucoup dit, Dimitri, il faudrait que tu te lances, faudrait que tu te lances, parce que j'ai commencé l'informatique très jeune. J'avais D'accord. 6 ans quand j'ai reçu mon premier ordinateur. Et Ah oui. j'ai fait énormément d'heures de vol, on va dire, sur l'ordinateur, puisque j'étais un geek, un vrai geek. Voilà, je voudrais pas endormir les auditeurs, mais j'ai travaillé depuis bien longtemps sur l'informatique. À l'époque, c'était Windows 3.1. Il y avait c'était un écran, je crois, noir où il fallait taper des Noir. commandes et j'ai commencé à tir. Donc c'est un peu un jouet que je manipule depuis longtemps et arrivé en entreprise, j'avais pas fait exprès, hein. Arrivé en entreprise, je cherchais un travail parce que j'avais des dettes auprès de la banque tout simplement parce que je voulais faire D'accord. des études de graphisme. En fait, je fais un peu un détour dans mon histoire, mais j'ai commencé l'ordinateur à 6 ans, j'ai monté des sites pour le plaisir à la base autour des jeux vidéo, parce que j'avais une équipe de jeux vidéo euh, qui allait même à la Coupe de France, où on faisait plein de tournois partout en France. Et donc, du coup, j'ai fait énormément de D'accord. la partie. Et voilà, j'ai passé trop de temps devant l'ordinateur. J'ai même passé le bac. En même temps, je devais aller à Bercy pour aller jouer. C'était un peu compliqué. Et bah, du coup, je me suis dit, après ce résultat, j'arrête l'ordinateur et je fais autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une école de graphic design pour être capable de faire mes propres sites web, puisque je programmais déjà à l'époque, D'accord. entre autres. Et enfin, j'ai fait les sites de mes équipes de jeux vidéo, entre autres, mais j'ai aussi fait des sites de piratage à l'époque, quand j'étais ado, pour m'amuser, hein. Oui. Donc, avec des gens qui travaillaient avec moi pour pirater des serveurs et utiliser l'espace des serveurs disponibles pour mettre les films avant que. Voilà, bref. Je vais zapper un peu cette partie de ma vie, mais j'ai toujours été un bidouilleur et voilà. Donc j'ai arrêté l'ordinateur après le bac. Euh, et j'ai fait une école de graphic design au cas où parce que j'étais intéressé par continuer à développer mes compétences en IT et du coup il me manquait juste un seul bagage pour avoir un site qui avait vraiment une belle tête, c'était le graphic design. Sauf que j'avais pas de moyens et passé un an, on n'a pas reconduit mon emprunt bancaire et du coup bah, je me suis retrouvé avec des dettes, pas Ouais. spécialement de diplôme. Et puis voilà, je suis rentré dans une entreprise en intérimaire à la Défense. Je travaillais dans un sous-sol à la Tour Franklin et bah, du coup, je scannais des cartons, des codes, etc. sur un fichier Excel. Et très vite, j'ai montré que j'avais une certaine vélocité avec le clavier, puisque je me suis entraîné beaucoup à aller vite D'accord. avec mon outil informatique. Et, euh, et très vite, j'ai monté les échelons dans la boîte. J'ai atterri dans le système informatique parce que j'avais fait un programme qui permettait de faire ce qu'il nous demandait plus vite. Et, euh, et en voulant partir, parce que faut savoir que quand j'ai quitté mon école, je suis parti au Vietnam. Enfin, quand j'ai Ok. quitté mon école, parce que je ne pouvais pas la continuer, je suis parti au Vietnam. Je suis resté 2 ans là-bas et j'ai joué à un autre jeu que j'aime beaucoup, qui est le poker en ligne et aussi le poker en salle. En poker en salle. Et quand je suis revenu, bah, j'avais besoin du coup, d'éponger ma dette auprès de la banque et du coup, j'ai travaillé comme un grand malade. Et voilà, donc en voulant repartir ensuite, donc j'avais ce travail, j'étais content, mais j'avais envie de repartir en Asie. Et quand j'ai voulu partir de la boîte, donc, il y avait un licenciement économique.
Et j'ai juste dit, je voudrais partir. Vous êtes très content de mon travail. Comment partir et pas rester? Et c'est là qu'on m'a proposé de bosser avec moi, tout simplement. Et c'est comme ça que je suis devenu freelance. D'accord, oui, donc c'est un sacré parcours quand même par rapport à tes débuts déjà à 6 ans, très tôt. Et puis, tu as quand même, comment dire, enfin, t'as pas baissé les bras, hein, c'est-à-dire que tu as continué, t'as pas pu faire ton école, tu t'es pas arrêté là, tu as poursuivi jusqu'à gravir tous les échelons. Et t'es arrivé en haut de la tour Franklin ou pas, du coup? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai monté quelques étages, mais pas du tout. La société qui éditait les jeux de logiciels, enfin, qui avait créé cette société, on va dire commerciale, était basée plus sur les Champs-Élysées. Mais bon, tout ça pour moi, c'est un peu, c'est pas important. C'est pas important où on est. D'ailleurs, maintenant, je travaille plus du tout dans un bureau. Ça me va très bien. Ouais. Ça me va très bien. Mais oui, non, j'ai quand même failli arrêter la programmation, puisque mon rêve était de devenir pilote de ligne, chose que j'ai pas pu faire parce que c'est un rêve qui coûte très cher. Et Ouais. j'étais un peu repris dans la programmation quand on m'a donné un ordinateur entre les mains. Et c'est pour ça que, du coup, on va dire que j'ai pas arrêté, mais en soi, c'était pas prévu comme ça. C'est juste que si on est doué en informatique, il y a tellement de besoins dans les entreprises que automatiquement, si on arrive à développer des business process qui sont rentables, on va nous en demander plus. Et de fil en aiguille, on a fait que me demander ça puisque j'optimisais tout. Et c'est pour ça que maintenant, après, je me suis retrouvé. J'ai compris que j'avais quelque chose de plus, alors que j'avais jamais travaillé en tant que développeur dans une entreprise, qui me permettait de développer des choses. Et cette entreprise m'a permis de le faire à un niveau professionnel, ce que je faisais pas du tout avant, puisque quand je développais des choses, si je faisais une ligne de commande, par exemple, qui cassait ma machine, je perdais tout. Hein. Je ne sauvegardais pas mes codes, je recommençais à chaque fois de zéro. Et voilà, donc c'était très dur. Et grâce à un petit passage en entreprise, j'ai pu apprendre ce qui, je pense, est indispensable pour un jour devenir freelance et autonome, c'est comprendre comment fonctionnent les entreprises et utiliser les outils qu'eux utilisent. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend quand on code dans sa chambre. Ouais. Voilà. Alors, du coup, au final, ce qui est intéressant, c'est que tu as su t'adapter et donc tu n'étais pas, on va dire, dans le moule, concrètement, mais tu as quand même su t'adapter et faire ce que tu avais à faire, comme tu dis justement, en essayant de développer ce qu'on te demandait de faire ou de trouver des innovations, comme ce que tu disais précédemment sur le fait que tu arrives à optimiser pas mal de choses. Ça, j'imagine que c'est pas tous les développeurs qui savent le faire. Ah bah si, j'espère quand même, hein, parce que c'est un métier qui est quand même assez coté, hein, parce que les problèmes sont extrêmement techniques. D'un projet à l'autre, les problèmes peuvent être tout à fait différents. D'ailleurs, plus les problèmes augmentent et plus les problèmes deviennent difficiles à résoudre. Ouais. Donc, le but, notre but, c'est clairement de résoudre des problèmes toute la journée. Il faudrait imaginer en fait que tous les jours, quand on arrive, on a un nouveau puzzle à faire. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais tous les développeurs, pour moi, sont capables de créer, de voir ce qu'un humain fait de façon fastidieuse et de l'améliorer avec sa propre solution. Après, il y a des développeurs qui ne développent pas les meilleures solutions, il y en a des plus bonnes que d'autres, forcément. Ouais, j'imagine. Ouais. L'essence même d'un développeur, c'est quelqu'un qui est curieux et qui a envie d'aller chercher à résoudre un problème, en fait. Donc, on n'est pas obligé d'être développeur pour résoudre des problèmes. Si ce qui t'intéresse, c'est faire des puzzles, y en a, c'est des hackers, ils aiment juste regarder où est-ce qu'il y a des failles de sécurité. J'en ai rencontré une fois quand j'étais au Vietnam, j'ai eu un dégât des eaux, l'eau arrivait à mes pieds pendant que je programmais, et en fait, la machine à laver le tuyau s'était débranché, donc je ne savais pas où c'était, je venais d'emménager pour couper l'eau. Et je suis allé taper dans les portes, dans les couloirs pour essayer de trouver quelqu'un pour m'expliquer où était le tuyau. Et je suis tombé sur la chambre d'un hacker français. Et la personne, en fait, du coup, il a vu que j'avais une installation de développement, il a vu que, et du coup, il m'a dit, je sais pas, je sais pas trop, mais il m'a aidé, on a trouvé, et finalement, on a sympathisé, et j'ai vu qu'il était sur son PC en train de faire des lignes de commande, et en fait, il venait d'une base de données de gens dans la crypto, et en fait, il m'a expliqué pourquoi, en fait, il savait programmer, mais il m'a expliqué pourquoi lui, ça l'intéressait de hacker. Et en gros, ce qui l'intéressait, c'était de trouver en fait les failles et il pouvait même le faire. Il m'a expliqué qu'il y a des jeux en ligne sur des forums où on peut gagner des millions si on veut. Oui, sur des
s'amuse à trouver le puzzle et avancer, etc. Et c'est ce qu'il aime faire sur son temps libre. Donc, tous ont cette faculté tous les gens qui sont passionnés par l'informatique, les vrais, ont cette faculté à trouver un problème et à s'y intéresser. C'est quel que soit le problème. D'accord. Donc, alors, si je comprends et j'interprète un petit peu ce que tu dis, un développeur, finalement, donc c'est plus quelqu'un qui va d'abord chercher le problème et essayer de le résoudre plutôt que de proposer des solutions en amont. Alors, chercher le problème, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, hein, puisqu'on ne veut pas plus de problèmes, on en veut moins. Mais c'est plutôt identifier les problèmes Identifier. et voilà, et utiliser la technique pour contourner le problème. D'accord. Intéressant. Ouais. C'est vrai que ces métiers-là, souvent, sont un peu vus, comment dire, moi le premier, hein, je t'avoue que je ne connais pas le métier, mais c'est vrai que c'est un peu vu on va dire, comme un espèce de magicien qui serait capable de tout faire, de tout débloquer, etc. Et souvent, on se dit, bah tiens, je vais demander ça au développeur, il va forcément trouver la solution parce que c'est son job au final. Mais on se rend compte justement quand on échange que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça se résume un peu à ça, hein. Mon quotidien, quand on me demande quelque chose, on me dit il y a tel problème. En général, on m'impose pas la solution. Justement, on me demande il y a tel problème, comment on fait? Quelle est la solution? Mais au final, les problèmes sont, en tout cas en entreprise, sont donnés. Mais je pense que la chose commune que j'ai vue chez les bons développeurs, c'était justement cet intérêt à creuser un problème et à le poser et à le décortiquer, hein, pour en faire plein de petites étapes pour finalement arriver à proposer des solutions. Donc, il y a pas toujours c'est pas toujours avec succès. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est difficile au départ parce que souvent les gens nous demandent, de résoudre le problème et quand on explique que du coup c'est très compliqué, hein, ça fait peur. Ça fait peur. Oui, j'imagine les premiers abords, c'est pas Et toujours c'est pour évident. ça que c'est pas facile pour tout le monde de recruter aussi les développeurs, puisque quand on dialogue avec les gens qui sont pas de la technique, c'est difficile pour eux de nous comprendre, puisque nous on est tout le temps en train de parler de problèmes. Et ça, c'est un travail pour devenir freelance, en tout cas, qui est de savoir expliquer à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de Qui n'ont pas l'informatique. la technique Voilà. Et à sans les l'esprit. effrayer en leur disant bah oui, ça c'est super compliqué, je vais avoir besoin de tout ça, c'est pas sûr que ça va marcher, mais je vais essayer. Alors qu'en vérité, c'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir dire bon, il y a des possibilités, on a des idées. Je pourrais te faire un feedback dans ton temps, mais il faut pas trop étaler ce qui se passe dans la tête parce que ça fait peur. Mais en ça, il n'y a aucun problème, hein, on se comprend. D'accord, très bien. Et pour toi, c'est quoi le plus gros challenge que tu as eu en tant que freelance? Alors honnêtement, c'est pas la technique du tout. D'accord. Parce que la technique, on peut la développer seul. Il y a énormément de gens qui sont très bons en informatique et qui ne veulent pas faire de développement et c'est vraiment s'améliorer au niveau de sa présentation. Je pense pas savoir bien parler, hein, savoir bien rassurer aussi, hein. Travailler ma présentation, être capable de communiquer, parce que quand on est devant son PC et qu'on travaille en entreprise pendant 10 ans, on n'a plus trop l'habitude, on reçoit son travail, etc. Alors que quand on doit être freelance, on doit aussi être commercial, et pas n'importe lequel, on doit être commercial de soi-même, c'est-à-dire se vendre soi-même. Et il y a énormément de choses en fait qui rendent très difficile la tâche, parce que se vendre soi-même, c'est un peu, je sais pas, comme aller voir une nana et dire je suis le plus beau, quoi. C'est pas forcément vrai, mais il y a une façon de le faire et il faut trouver la façon. Et donc, c'est un long travail de répétition et surtout, c'est très difficile quand on se rend compte de ses erreurs. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui, je pense, quel que soit le métier, je pense, en tant qu'indépendant, c'est vraiment travailler son approche commerciale quand on n'est pas commercial. C'est, je pense, le plus gros défi. Et plus on est bon et plus on. D'accord, oui, donc c'est plus le fait de savoir concrètement se vendre, hein, entre guillemets, qui a été compliqué pour toi au début? Oui, clairement. J'ai aucun doute là-dessus, hein. C'est facile quand on va parler à un recruteur qui veut de l'IT, mais quand on parle à un novice, et en tant que freelance, on brasse énormément de contacts, de problèmes, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est complètement différent que quand on n'est pas freelance et que du coup, on doit
Après, il y a des façons de faire, tout dépend du client. On peut leur dire, bon, bah, prenez un project manager qui va faire le tampon, parce que si au client, on vient le voir et il nous demande quelque chose, il nous demande de faire quelque chose et qu'on lui explique qu'il y a plein de problèmes, ça le fait peur, surtout s'il ne connaît pas. Et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude quand on a travaillé en entreprise. Donc, il faut savoir justement proposer la bonne solution au client. Et donc, du coup, ça, c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose. Alors que l'informatique, au contraire, c'est assez. On rajoute un peu plus de connaissances chaque jour dans notre pratique. Donc, au bout d'un moment, quand on prétend être freelance, en tout cas, on commence à avoir un certain degré de confiance quand même. C'est pas du tout technique. Les aspects difficiles sont plutôt humains. D'accord, intéressant. Et quelles sont les ressources qui t'ont aidé? Alors, j'imagine qu'elles sont nombreuses depuis les 6 ans, mais est-ce qu'il y a des ressources pour toi qui ont été vraiment utiles et qui ont vraiment défini aussi, tu sais, ton avancée dans ce domaine? Alors, ouais, il y a énormément de ressources forcément, puisqu'on fait que ça, documenter, lire des documentations. Mais alors, on parle de ressources matérielles ou ressources humaines, par exemple. Alors là, non, c'est plus, tu sais, en termes de connaissances, pour que tu puisses, tu sais, arriver où tu en es aujourd'hui. J'imagine que tu as dû utiliser des ressources. Pour mon Que ce soit apprentissage. Oui, voilà, par rapport à ton apprentissage. Oui. D'accord. Bon, alors c'est peut-être plus comme c'était à l'époque quand j'ai commencé aujourd'hui, hein. Donc, je ne sais pas si ça va servir à beaucoup de monde. À l'époque, quand j'ai commencé, hein, c'était l'ordinateur forcément et Internet, forcément. Mais à l'époque, il n'y avait que des forums. Et surtout, j'étais tout seul, j'étais un enfant. Et quand je voulais faire quelque chose, j'avais rien ni personne pour m'aider. Donc ça a été extrêmement long en fait. Il n'y avait pas de ressources. J'allais sur les forums, je parlais et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue sur un forum qui a pris 4-5 pages. Les gens essaient de De se reposer la questions-réponses. question. Je ne comprenais pas. Et j'étais un enfant, hein. En gros, on a quelque chose en informatique qui s'appelle le modulo. Et le modulo, ça permet de faire un calcul en fait, et d'obtenir le reste, enfin une division plutôt, et d'obtenir le reste de la division. Grosso modo, ça peut servir, par exemple, si je veux faire une galerie d'images, à définir quand est-ce que je retourne à la ligne. Et pour faire une deuxième ligne d'image, voilà. Et j'y avais pas compris. Et en vérité, quand on est accompagné avec de l'aide de professionnels, ce genre de choses, ça s'explique en 5 minutes. Donc, c'était très difficile. Donc, je suis allé sur plein de forums, j'ai acheté des bouquins. Honnêtement, les bouquins, c'est joli pour décorer la bibliothèque, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je lisais le Linux pour les nuls. J'ai fait pas mal d'achats sur Internet, sur les langages et compagnie. C'est pas ça qui m'a appris, c'est vraiment la pratique. Je me suis donné des petits travaux à faire. Par exemple, un petit site Internet. Et puis c'est en recommençant, et puis surtout l'envie. Beaucoup de pratiques et forcément, je vais dire comme ça, mais c'est pas du tout une bonne méthode. C'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps à apprendre. Après quoi, j'ai formé des élèves qui avaient aucune compétence en informatique, de zéro. En fait, littéralement, ils ne savaient pas ce que c'était un terminal, ils ne connaissaient rien du tout, ils ne savaient même pas formater un ordinateur. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent formater leur propre ordinateur. Voilà, ils ne savaient rien du tout. Et ça m'a pris 2 ans pour qu'ils deviennent complètement professionnels et qu'ils trouvent du travail, qui aujourd'hui ont des métiers stables. En 1 an, ils avaient déjà quand même acquis énormément de compétences et après, ils n'étaient toujours pas prêts. Et en fait, je pense que la meilleure ressource pour apprendre, par exemple, si demain on se dit, tiens, j'ai envie de devenir développeur parce qu'il y a du métier là-dedans, c'est trouver quelqu'un avec qui je pourrais avoir des questions-réponses, un peu d'aide en fait sur les échanges. Ouais. Souvent, ces personnes-là sont aussi très occupées, donc multiplier ces personnes, donc multiplier quand il y en a un si on lui pose qu'un seul la même question et que malgré les réponses qui sont super claires, pour lui en tout cas, on ne comprend rien, au bout d'un moment, il faut lâcher la grappe à la personne et itérer. Et pour ça, forcément, il y avait les forums avant. Avant, il y avait un truc qui s'appelait IRC, Internet Relay Chat, un protocole pour pouvoir faire des forums. Aujourd'hui, ça a été complètement remplacé par Gitter, en tout cas pour le code. Gitter, il y a quand même certaines chats IRC où je continue d'aller comme Freenode, où je trouve de la ressource, pas mal pour échanger. Et il y a des sites de développement comme Stack Overflow
où on peut poser sa question. Malheureusement, si on ne connaît rien à l'informatique, ben, on risque de se faire fermer sa question en 2 secondes parce qu'il y a des règles à réfléchir. Mais le mieux, c'est vraiment d'avoir un groupe de personnes et d'être, et surtout des gens meilleurs pour aller leur piquer leur savoir-faire au fur et à mesure. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais oui, non, mais c'est intéressant c'est vraiment pas le bon plan. Et quand j'ai vu à la vitesse à laquelle les élèves que j'ai formés ont appris ce que j'ai appris en finalement 5-6 ans, bah, je me suis dit j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'enseigne. Après, ce que j'ai appris en 5-6 ans, en butant sur des problèmes, et essayer de comprendre c'est quoi, par exemple, le modulo, bah, quand je suis arrivé devant des professionnels, ils n'ont pas eu à parler très longtemps pour que finalement bah, tout prenne du sens. Donc, c'est pas perdu, même si on galère devant l'ordinateur à avoir quelque chose qui marche pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir envie de résoudre parce que le moment où on va comprendre quelque chose, ça peut débloquer, ça peut éclairer beaucoup de choses qu'on n'avait pas compris par le passé et en fait, ça reste, tout simplement. C'est intéressant puisqu'on voit que du coup, tu as eu quand même beaucoup de ressources et surtout en ligne. Hein, même si tu étais très jeune, tu as quand même été chercher les ressources sur Internet. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que l'Internet a vraiment évolué. Et c'est très facile de se connecter à des gens et en fait, il y a toute la ressource qui est faite pour permettre aux gens de poser des questions. C'était aussi dans l'intérêt des grandes entreprises d'informatique de donner des moyens pour que la collaboration soit beaucoup plus fluide. Je donne un très bon exemple, c'est GitHub. GitHub, aujourd'hui, quasiment tous les développeurs qui sont vraiment intéressés par ce qu'ils font, gratuitement bossent sur GitHub et font des commits, ce qu'on appelle des modifications dans le code qui est public. Et tous les outils aujourd'hui permettent d'apprendre et d'échanger en permanence avec quelqu'un qui est spécialiste en fait, de la technologie qu'on est en train de manipuler. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nettement plus simple de devenir un développeur qu'à l'époque où j'ai commencé. Ou à l'époque, je crois qu'on avait le 56K. On avait, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Internet extrêmement lent. On a pour voir une image. Et souvent, c'est pas l'image. Donc ça, c'est vraiment la préhistoire d'Internet. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de site de développé. C'était difficile de trouver les gens. Et aujourd'hui, il y a vraiment tout qui est connecté avec les réseaux sociaux. On pose une question, il y a forcément quelqu'un qui connaît. Voilà, c'est plus du tout le même univers. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu très très facile. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est comme ça. D'accord, super. Et pour toi, alors, c'est quoi les avantages d'être freelance, d'être indépendant au quotidien? Alors, pour être honnête, encore une fois, ça va pas être le fait d'être indépendant, enfin, je veux dire, de gérer mon propre planning, de gérer. Bien sûr que c'est possible de gérer son planning aussi quand on est en entreprise. C'est pas ça. Vraiment, ce qui est intéressant quand on est freelance, c'est qu'on est sur des missions très courtes. Enfin, il y a énormément de choses en fait qui sont intéressantes d'être freelance. Et le fait d'être sur des missions très courtes, ça nous oblige à nous renouveler. Quand on change de projet, on change de personne, et donc on repart sur des problèmes différents, et en fait, on s'installe jamais. On a toujours un nouveau défi. Bien sûr, le contrat il peut être renouvelé, mais c'est pas pareil en entreprise. En entreprise, on est toujours sur le même produit, le même. Donc pour moi, ça c'est vraiment le plus d'être freelance, c'est qu'on rencontre énormément de gens, on change énormément de projets, et en fait, bah, du coup, on devient obligatoirement meilleur parce qu'on voit des divers problèmes qui ne sont pas que des problèmes techniques, des problèmes humains, et on apprend à juste s'adapter en fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est du coup, comme on change de projet du coup sur le plan technique, on change de produit, on apprend des nouvelles choses, et finalement on travaille sur plein de produits différents. Et quand on est passionné, bah, ça motive en fait. Quand on reste sur un même produit, on fait toujours la même chose, et bah, parfois on peut puis on quitte sa boîte, on en reprend une autre, etc. Quand on est freelance, on n'a jamais cet ennui en fait. On ne sait pas si ça va continuer. Voilà, il y a énormément de surprises. Donc pour moi, c'est un peu l'aventure. Un peu l'aventure. On ne sait pas comment ça va se passer. Et ça, ça peut être difficile pour beaucoup de gens qui cherchent la stabilité. Mais en fait, on a plus de stabilité à finalement apprendre à savoir justement s'en sortir que justement en n'étant pas dépendant d'un système qui existe et dans lequel on vit. Voilà. Là, on apprend à vivre dans diverses entreprises, on va dire. D'accord, oui. Alors, donc, en fait, tu as toujours ton baluchon, on va dire, et tu te balades
de boîte en boîte. Oui, enfin Baluchon, j'ai l'impression que je parle longtemps. J'ai pas non plus fait énormément de boîtes. D'ailleurs, j'ai pas travaillé que pour des boîtes. J'ai aussi essayé de monter des projets. Euh, mais oui, on est toujours en train de se dire, bah, tout peut changer en fait. Tout peut changer. Pour une raison ou une autre, si l'entreprise doit se séparer du personnel, ce sera forcément les gens qui sont pas internes qui vont partir en premier, par exemple. Donc on a une vision très court terme. D'accord. Voilà. Et, et c'est quoi alors la plus grande erreur que tu as commise en tant que freelance? Et suite à cette erreur, comment est-ce que tu as fait pour rebondir? La plus grande erreur, alors il y en a eu plein. Il y en a eu plein d'erreurs, mais alors le jeu de la confiance. Le jeu de la confiance. Quand on travaille, quand on négocie quelque chose, on y va à la confiance. Et ça, je pense que c'est une erreur que tout le monde fait et je pense que personne ne passera au travers. Les entreprises ont des cabinets d'avocats, ont voilà. Eux, ils savent exactement ce qu'ils nous demandent de signer quand on rentre dans l'entreprise. Euh, et finalement, à chaque fois que j'ai voulu faire le jeu de la confiance, ça s'est pas bien passé. Parce que je me sentais soit lésé, parce que j'ai espéré parce que j'ai pas osé dire les choses au moment où j'aurais dû les dire. Et, euh, et puis finalement après, ça crée comment dire, une sorte d'environnement qui est pas propice au travail. Si on a nous-mêmes, voilà, si on n'est pas satisfait en fait de D'accord, ouais. ce qu'on a négocié. Donc, chaque chose que je reçois, chaque demande, je demande toujours à un avocat de relire mon contrat. Je demande toujours voilà, j'essaie toujours de faire les choses carrées et je m'intéresse voilà, beaucoup mieux plus en fait aux attentes dès le départ, plutôt que de me dire bon bah si on est sympa, ça va évoluer. Le jeu de la confiance, c'est pas quelque chose qui marche, je pense. C'est mieux quand les affaires sont carrées au final, je l'ai compris. Je pense que c'est une erreur générale, hein. C'est pas la plus grosse erreur, mais je pense que s'il y a quelque chose à entendre, enfin, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment d'essayer de mettre au clair les limites de la actualiser et de toujours voilà, faire en sorte que les deux parties soient intéressées. Donc, en fait, en somme, mal contractualiser quelque chose en espérant que plus tard, il faudra rediscuter les choses. Il vaut mieux parler des choses directes et expliquer ce qu'on veut, comme ça on perd pas de temps. D'accord, très bien. Intéressant, oui. Donc être prudent alors sur ce qu'on négocie. Prudent sur ce qu'on négocie, oui, oui. En fait, c'est pas jouer le jeu sur pas jouer. On est une entreprise en fait en tant que freelance. Donc, Oui, quand j'ai commencé, j'étais jeune et voilà, j'ai pu me dire bon les choses vont évoluer et finalement il vaut mieux discuter des voilà. En fait, c'est vraiment par rapport à moi-même hein, quand j'explique pas les oui, choses que je veux, j'envisage ou finalement, quand on accepte, après, voilà, le contrat il est lancé. Si on commence à poser problème, ça pose problème à tout le monde. Donc, il vaut mieux vraiment bien cadrer le travail. Alors, ça, c'est une erreur de jeunesse. Hein. Aujourd'hui, je le referai plus jamais. Mais voilà. Il faut bien cadrer les choses. d'accord, très bien. Et, euh, et c'est quoi les compétences que tu as acquis depuis que tu as commencé, alors que tu n'avais pas en commençant, et que tu as découvert et qui t'ont permis d'exceller dans ton domaine? Alors, les compétences que j'avais pas en commençant. Alors, à quel commencement? À quel commencement? On parle de Oh, quand tu t'es lancé vraiment en freelance. quand je me suis lancé en freelance. Bonne question. Je pense que quand je me suis lancé en freelance, je suis parti pour monter une entreprise en Asie et j'avais pas spécialement les moyens de le faire. Je me suis dit bon on y va, c'est pas grave, on essaye. Et j'avais le nez dans le guidon, c'est-à-dire en gros Ouais, comme l'argent se dépensait, il fallait travailler et en fait travailler plus pour réussir plus vite, arriver au résultat qui finalement n'est jamais arrivé. Et j'ai perdu beaucoup de temps, enfin je me suis même d'un point de vue physique, moral, je me suis fait mal en faisant ça. Et ouais, j'imagine. en fait, j'ai appris qu'il vaut mieux avoir le temps, enfin c'est un luxe peut-être d'avoir ce temps-là, mais de prendre du recul et en fait de ne pas rentrer à tête baissée et de croire fermement en son projet, mais au contraire,
on a besoin de s'entourer et de parler avec des personnes qui pourront surtout se remettre en cause systématiquement, en fait, de pas trop être sûr de soi et donc de ralentir et de pas aller vite, en fait, finalement. Puisqu'en voulant aller vite, finalement, on perd du temps. Mais surtout quand on a la tête dans le guidon, parce qu'on a l'impression qu'on a raison et qu'on a la meilleure idée, et au final, j'aime bien ce que tu dis par rapport au recul, parce que c'est vrai qu'on le prend pas toujours quand on a envie de lancer quelque chose. Et surtout, on a besoin, on ne peut pas lancer quelque chose juste avec des idées, on a besoin des gens. Et quand on est pressé, on ne prend pas le temps de leur parler, on ne prend pas le temps de prendre les bons conseils, on n'a pas le temps pour rien, en fait. Et ça, c'est vraiment la plus grosse. Voilà, c'était difficile de commencer comme ça. Après, j'ai compris, mais c'est quand même une très bonne expérience que de monter sa boîte. Mais il vaut mieux le faire quand on a un minimum de structure, en fait. Donc, il ne faut pas se précipiter à essayer de monter sa boîte. Il faut vraiment essayer de structurer et de s'y intéresser au maximum parce que le jour où on se lance, il n'y a pas le temps de faire tout ça. Surtout si on le fait mal, c'est-à-dire si on se coupe intégralement des revenus, quoi. Donc, c'est intégralement. Voilà. Il vaut mieux essayer de le faire dans un cadre où on a le temps. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de tes projets un petit peu? De mes projets, alors je préférerais pas. Je préférerais pas parce que ils évoluent. En fait, j'ai énormément d'idées. J'adore créer. J'écris des choses qui parfois n'ont pas été utilisées, même très souvent d'ailleurs. Souvent, c'est aussi utilisé, mais très souvent, j'ai jeté. Et entre le stade où je fais les proof of concept donc c'est-à-dire quand je commence à tailler quelque chose et ensuite où on le commercialise, il y a du temps, il y a énormément d'idées qui viennent et qui évoluent, donc je suis toujours à l'écoute, mais tant que c'est pas mature, j'en parlerai pas. Pour actuellement, là, je suis pas en phase de créer davantage de produits, de développer une société, mais si ça devait arriver, je pense que j'en parlerai pas tant que justement j'ai pas envie d'en parler publiquement. Et ça va arriver, ça devrait arriver, quoi. J'essaie de maintenir les idées voilà, fermées. Donc, malheureusement, j'ai pas grand chose à partager sur ce point de vue-là. Non, mais c'est bien, moi, tu as répondu clairement par rapport à ça. Surtout le point que tu évoques par rapport au fait que tu peux être amené à produire des choses et au final, elles sont pas utilisées. C'est quoi justement ton sentiment par rapport à ça? Par exemple, quand tu produis quelque chose qui pourrait être utile pour les utilisateurs, pour les gens, et qui n'est pas utilisé au final, comment est-ce que tu vois ça, toi? Au début, on avait un peu une attache avec ce qu'on fabrique. Au final, il faut savoir qu'il y a une durée de vie d'un code qu'on écrit. En moyenne, c'est 5 ans. Et donc, passé 5 ans, ce qu'on a écrit, ça partira forcément à la poubelle. Parce que les technologies évoluent et que voilà, les choses changent. D'accord. Donc au début, on était attaché à ce qu'on écrivait. Enfin, en tout cas, moi je l'étais. J'étais attaché à ce que j'écrivais. J'avais l'impression que ça pouvait servir. Aujourd'hui, je le suis plus du tout. C'est pas important de jeter quelque chose. Ce qui est important, c'est l'expérience qu'on en tire. Et voilà, il n'y a pas d'attache particulière. Il n'y a pas de baby. Le jour où je lancerai quelque chose, ça sera peut-être important, mais la finalité, c'est pas la création de code. En fait, c'est pas du tout une finalité, quoi. Il faut pas être attaché à ce qu'on fait. Il faut pas être brusqué si on nous dit que ce qu'on a fait, c'est pas le mieux. Il faut pas, voilà. Ce qui est important, c'est l'expérience qu'on en tire. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire une journée typique pour toi? Alors déjà, est-ce qu'il y en a? Et comment elle se passe en général? Comment elle se déroule? Une journée typique. Bon, je travaille pas souvent chez mon client, donc forcément c'est chez moi et je me réveille 7h, 8h, tout dépend de ce que j'ai fait la veille. Si j'ai zoné sur Internet, à étudier l'écologie, si j'ai bu un coup, ce sera pas le même horaire le matin, dépendant Forcément, oui. dépendant de ça. Je me lève. Si je me lève tôt, je fais mon sport directement le matin, tous les jours, 30 minutes, il faut. D'accord. Parce qu'on est assis sur la chaise et c'est pas une bonne chose, surtout en informatique, on a des positions clavier avec le bras, Oui, qui l'épaule. sont Plus on vieillit, problématiques pour le... moins ça passe. Donc il faut absolument intégrer ça dans le Dans le quotidien, oui. de la journée.
Donc 30 minutes de sport, des choses assez classiques. Si j'ai pas le temps de le faire le matin, je le fais pendant ma pause déjeuner. Donc j'ai un mail. Café, je travaille, je fais mes réunions. S'il faut, je mange un bout si j'ai faim, toujours pour garder une bonne ligne. Je travaille jusqu'à midi, comme tout le monde, midi, 13h, dépendant de l'envie, de mon intérêt pour ce que je fais. Et puis voilà, vraiment rien de spécial hein, si je refais mon sport. Sinon, je vais me faire une balade l'après-midi, je mange, je reviens, je travaille et, euh, et j'arrête ma journée, je déconnecte ensuite. Je déconnecte pas tout le temps. Je déconnecte quand tout dépend comment dire, de l'état dans lequel je me trouve avec mon client. Parfois, il faut aller chercher un autre client. parfois, il faut J'imagine aussi, oui. commencer à prospecter, on arrive en fin de contrat. Aussi, on peut rencontrer des personnes au quotidien avec qui il y aurait des synergies possibles. Donc, parfois, on en discute voilà, pour voir à quel moment. Parce qu'il faut savoir que quand on est freelance, quand on termine un contrat, bon, pas mal de fois, on trouve le client tout de suite, on enchaîne. Mais sinon, au contraire, on a un temps entre les deux, ce que j'appelle mes vacances. Hein. Parce qu'en général, je ne prends pas mes vacances. Je prends peu de vacances quand j'ai un client, je travaille quand le travail est là. Et il y a toujours des choses à faire. Soit on met à jour son site internet, soit on fait de la veille technologique. Un autre avantage quand on est freelance, c'est qu'on peut changer de technologie. Donc, comme les technologies, elles évoluent, souvent les technologies, elles pas évoluer les entreprises ne font pas évoluer leur technologie. Donc, quand on voit des choses passer, qu'on n'a pas le temps de les travailler quand on est freelance, on va pouvoir aussi s'y intéresser en phase entre les deux. Donc, soit le soir, donc ça dépend, c'est assez mixé. Mais j'étudie beaucoup en permanence. Je regarde aussi ce qui se fait, les entreprises. Voilà, tout dépend des stades dans lesquels je suis, mais si j'ai envie d'entreprendre et si je suis intéressé, je vais étudier ce que font les entreprises. Puis voilà, après, il y a des trucs pour le fun aussi. La crypto, c'est un sujet je t'en avais parlé, mais qui m'intéresse. Donc, quand je m'intéresse à un projet, je vais aussi le surveiller et regarder où on en est. Est-ce que j'ai tout perdu? Est-ce que le projet est bon? D'accord. Essayer de s'intéresser un peu. Et alors justement, le fait de passer pas mal de temps devant un ordinateur et justement quand il y a des choses qui t'intéressent et un peu plus perso, est-ce que tu trouves, comment est-ce que tu te comportes par rapport à ça? Est-ce que c'est pas compliqué d'être toujours sur un écran et ensuite, si par exemple tu veux, comme tu disais, suivre un projet de crypto-monnaie ou éventuellement faire du shopping en ligne, est-ce que c'est pas un peu compliqué d'aller sur un ordinateur, sur un site internet? Si, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Moi, je sais que je peux avoir une très bonne endurance. Donc, même travailler des week-ends, je crois que ma limite, c'est 3 semaines d'affilée non-stop de travail. Après, j'ai besoin de sortir. Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Ça dépend des gens. Ce qui compte, c'est d'avoir un rythme de vie sain. Donc, de se lever le matin bien, de se rafraîchir l'esprit. Pareil, le soir, on va se coucher, se rafraîchir l'esprit, donc de pas se coucher trop tard, de lâcher l'ordinateur, de se détendre l'esprit hein, et faire du sport pour avoir toujours assez d'oxygène, d'être en bonne santé en fait, tout simplement. Et si après, parfois, l'ordinateur, j'ai pas envie de le voir, j'ai besoin de sortir, de faire des choses, d'aller me balader, d'aller au musée. Ça arrive, mais je suis pas devenu indépendant développeur parce que l'outil me faisait fuir. Je connais des gens, ça les fait fuir. Ils utilisent le PC que dans le cadre du travail ou à l'inverse. Il y en a d'autres qui l'utilisent, mais sur le cadre privé. Je pense que si j'avais pas une relation si je me sentais pas à l'aise à être assise devant un ordinateur, j'aurais jamais fait ce métier-là. Je pense qu'il faut déjà être curieux de ce outil. Mais comme tout le monde, hein, si on fait la même chose trop, on finit par en avoir marre. Oui, j'imagine. Et alors, c'est quoi les leçons les plus importantes que tu as appris dans ton domaine d'activité, dans l'IT? Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette expérience depuis que tu as commencé? Depuis que j'ai commencé en freelance. Hein, oui, en freelance, oui, voilà, parce que étant donné que tu as quand même un CV. Alors attends, quelle est l'expérience la plus, quelle est la leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est ça? Oui, voilà, dans ton domaine d'activité. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une leçon plus importante, plus importante qu'une autre. On apprend beaucoup de choses
dans tous les sens. Je ne sais pas si on a une qui m'a le plus marqué que d'autres. Par exemple, par rapport à ce que tu disais précédemment, tu sais, sur le fait que les technologies changent et que tu fais de la veille, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à faire, par exemple? Je l'ai toujours fait. J'ai déjà quitté même des entreprises, des missions, parce que je voyais des technologies sortir et je savais que ces technologies allaient révolutionner la façon dont on travaille. Et quand ces technologies sortent, elles vont pas arriver dans les entreprises tout de suite, mais si on sait que c'est la logique, que toutes les entreprises vont se mettre à l'utiliser, il faut pas hésiter en fait. Il y a plus d'intérêt à changer de technologie pour arriver sur la plus récente et devenir un expert au moment où les entreprises commencent à les adopter. Donc, si, il y a besoin de faire de la veille, mais c'est pas le fait d'être freelance qui m'a appris, qui m'a appris ça. C'est la curiosité et surtout mon envie de faire des logiciels plus performants et de les faire toujours mieux et d'avoir les meilleures technologies. Donc, la veille technologique, c'est pas une leçon, on va dire. C'est pas une leçon. J'ai pas appris à mes dépens que si on faisait pas de veille, on se retrouvait à avoir plus de travail, quoi. Il faut toujours explorer le marché du travail. Voilà, il y a certaines leçons qu'on peut apprendre, mais pas du fait qu'on soit freelance, c'est juste des leçons de vie. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu un mentor? Non, j'en ai pas eu malheureusement. J'aurais aimé en avoir un, justement. Je le disais avant, j'en ai pas eu. J'ai été mentor. Et alors toi, est-ce que toi, tu as été mentor? Alors du coup, puisque tu me disais que tu donnais des cours. Oui, j'ai très tôt essayé, parce que je suis un hyper technicien. Donc, quand je parle à des gens, ils comprennent rien et souvent c'est difficile, c'est difficile pour communiquer. Donc, et surtout, je suis perfectionniste. Donc, quand je travaille quelque chose, je le travaille jusqu'à vraiment le maîtriser, jusqu'à vraiment le maîtriser bien. Et, et donc, du coup, j'ai commencé à essayer d'enseigner pour m'entraîner, justement, pour essayer de voir comment c'était de transmettre, en fait, donc la pédagogie. Et j'ai commencé à donner des cours de développement. Le premier jeune que j'avais eu, j'ai des jeunes aussi, hein. Mais en gros, il voulait apprendre le HTML. C'est ses parents qui m'avaient trouvé. Et j'ai fait un cours chez lui, hein. Je crois que j'ai travaillé 2-3 heures. Et quand je suis rentré chez moi, le jeune m'a envoyé son site internet, en fait, qui était ça. Donc j'étais content, mais j'étais pas motivé même si c'était pas trop mal payé, hein, mais j'étais pas motivé par le format, en fait, du cours, d'apprendre comme ça. Et donc, du coup, j'ai décidé de renouveler la chose, mais dans un autre format, en fait. Donc, cette fois-ci, où je suis parti au Vietnam avec deux amis. Et là, je leur ai appris from scratch. Et pour eux, je suis toujours une personne qui a beaucoup participé à leur carrière, puisque grâce à ça, maintenant, ils ont un travail qui permet une certaine stabilité. C'était très enrichissant. Enfin, c'est une expérience vraiment très enrichissante parce que malgré le fait que c'était pour monter une startup qui n'a pas marché, et malgré le fait que ça n'a pas marché sur le plan humain, j'ai appris énormément de choses par rapport à moi-même, par rapport à la pédagogie. J'ai vu ce que c'était aussi de transmettre et de voir des gens ensuite qui sont capables aussi eux-mêmes de transmettre et qui, pour eux, ça a beaucoup d'importance, quoi. Donc, voilà, j'aimerais bien j'ai un rêve que j'aurais voulu monter avant que, je sais pas quand ça va arriver, mais voilà, avant de partir, un rêve qui était de monter cette école de programmation informatique à Ho Chi Minh City au Vietnam, puisque ma mère est vietnamienne. D'accord. Et donc, du coup, j'ai une attache avec ce pays sentimental. Et les jeunes là-bas ont vraiment pas grand-chose à faire, puisqu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose au Vietnam. Dès qu'on sort des sentiers battus, c'est un peu. Voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de formations. Il y en a qui ont la chance de partir dans des écoles à l'étranger, mais si on monte une école là-bas, ça peut vraiment bien fonctionner et ça peut aider les gens sur place, ça crée de l'économie. J'aimerais bien le refaire, mais je voudrais le faire cette fois-ci un peu plus sérieusement. Sérieusement, ouais. Bah écoute, on te le souhaite, hein. C'est vrai que ce serait quand même un beau projet justement à réaliser. Parce que il faut trouver des partenaires parce que une école, ça coûte des millions par an. Donc, il faut trouver des partenaires pour monter ou alors on monte quelque chose qui est lucratif, etc. Et trouver des personnes. Aujourd'hui, j'essaie de tout faire moi-même quand je l'ai fait la première fois. Il faut trouver des gens qui ont la même. Il faut sortir la tête du guidon, du coup. Il faut sortir la tête du guidon et il faut trouver les personnes qui ont aussi des intérêts communs et qui ont des compétences communes pour aider à développer le projet. Donc, je pense que c'est quelque chose que je maintiens, que je continuerai de maintenir jusqu'à ce que je trouve les personnes qui ont aussi cette envie. Il y en a, mais voilà, il faut que tout s'aligne pour tout le monde au même moment.
et ça arrivera. Eh ben, je te le souhaite, Dimitri, en tout cas. Donc, courage pour ce projet. On croise les doigts. Et je voulais te demander, alors, dans ton quotidien, les outils qui te facilitent la vie. Alors, peu importe, hein, ça peut être des apps, ça peut être ce que tu utilises tous les jours pour te faciliter la tâche. Alors, je pense j'ai aucun doute sur cette réponse. C'est un outil que j'espère un jour sera enseigné à l'école. C'est un outil qui a été créé créé par Linus Torvald, qui a écrit Linux, enfin les premières versions. Ça s'appelle Git. Git, c'est un outil qui permet de modifier des fichiers et de les sauvegarder, tout simplement. Et souvent, j'ai des gens qui me disent quand ils ont des problèmes d'informatique, ils n'arrivent pas à indexer, il y a trop d'informations. Quand on essaie de monter son entreprise, on brasse de l'information, on n'arrive pas à la retrouver, on cherche des moyens d'y arriver. Et pour moi, Git, c'est le moyen de le faire. Parce qu'il y a un historique de tous les changements. Pour moi, c'est le meilleur outil informatique qui booste la productivité. Et je pense que ce n'est pas l'outil des développeurs, c'est l'outil de. Pour moi, c'est une nécessité d'enseigner ça à tout le monde, en fait. À tout le monde. À tout le monde. C'est le meilleur outil. Après, le second outil, si je peux en nommer un second, c'est le terminal. Oui. Le terminal de ton ordinateur permet de booster ta productivité fois 100, fois 1000. Exagère fois 1000, mais en fait, tout ce qu'on fait au clic-souris, en se déplaçant, etc., c'est extrêmement lent. On ne comprend pas trop ce qui se passe parce qu'on travaille sur des interfaces graphiques qui ont été conçues par des humains, alors que quand on est sur des logiciels qui ont été conçus par des développeurs pour les développeurs, etc., c'est des outils qui sont largement vérifiés, validés, etc. C'est beaucoup plus stable et surtout, on comprend ce qu'on demande à la machine. Donc, ces deux outils-là, pour moi, si on veut booster sa productivité, il faut les apprendre. Et qu'importe si on fait du développement logiciel ou pas. D'accord. Et par rapport à ce que tu disais précédemment sur les données, sur la data, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe justement par rapport à ces polémiques, la big data, tout ça. Est-ce que tu as un avis sur ce sujet Alors autant, donc il y a des sociétés qui arrivent à très bien s'en servir, mais il y a d'autres qui s'en servent absolument pas du tout. On dirait un petit peu qu'il y a deux opposés, deux extrêmes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne comprends pas trop la tournure de ta question parce que ça m'a l'air un peu un peu politique et en même temps aussi logique. Je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux préciser Ah non, c'est pas du tout. C'est pas du tout politique. C'est simplement par rapport à, tu sais, on va pas citer de marque, mais énormément de sociétés qui se servent des data pour vendre, par exemple, et d'autres sociétés qui n'ont pas forcément le savoir-faire pour analyser les datas qu'elles ont, même dans un but qui serait, correct ou dans l'intérêt de l'utilisateur. Et moi, ce que je voulais savoir par rapport à ce que tu disais précédemment, c'est qu'est-ce que tu penses justement de l'utilisation des données, de RGPD, de la loi RGPD par exemple, de ces choses-là, de ce sujet-là en général? C'est la base d'Internet. En fait, même avant même Internet, il y avait déjà, plus on avait l'information tôt, plus on pouvait réussir dans les affaires. Donc c'est normal en fait qu'aujourd'hui, comme tout est dans des tuyaux et que tout a été rassemblé, c'est normal qu'aujourd'hui on est capable de bien exploiter ces données pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons, je ne sais pas, puisque tout le monde ne respecte pas le RGPD. Mais voilà, je pense que c'est un sujet crucial. Et souvent, quand je vois des entreprises, comme tu dis, qui n'ont pas les compétences en interne, ils les achètent ailleurs, c'est un sujet qui est très complexe. Je pense que c'est un sujet qui est, même ne serait-ce qu'on a un e-commerce, on veut booster sa vente, on essaie d'analyser les datas. C'est pas qu'est-ce que je pense moi-même, je peux te collecter des datas, essayer de faire ma propre analyse, etc. Mais c'est pas une science exacte. Il faut itérer, essayer de comprendre ces données. Il faut aller aussi au contact de l'utilisateur pour aussi est-ce qu'on prend la bonne donnée. Et oui, plus on a de données, plus on est capable de comprendre ce que font nos utilisateurs, plus on a un avantage sur les autres, c'est certain. Donc, en tout cas, si on veut monter son commerce et qu'on décide de le faire sans données, c'est un peu dommage quand même. Ça reste compliqué. Je ne pense pas quelque chose de mal de le faire. Après, il y a des abus. Tu voulais pas citer de marque, mais bon, il y a clairement des abus. Tu me demandes qu'est-ce que je pense de la collecte des données. Personnellement,
toi et moi, on parle sur Signal. Donc, je t'avais demandé tout de suite Oui. est-ce qu'on parlait sur Signal parce que je n'utilise pas des technologies comme WhatsApp qui, pour moi, sont pas transparentes. C'est pas la donnée en soi c'est pas le fait qu'il y ait de la collecte de données ou de l'utilisation de données, c'est le fait, en tant que développeur, j'ai la capacité de pouvoir lire ce que je prends quand je prends quelque chose qui est open source. Donc, ça veut dire que le code est disponible en ligne. Et je peux voir un logiciel. Quand je peux voir un logiciel, je me sens moi-même rassuré parce que je sais ce qu'ils font de mes données. Donc, Ouais. j'évite d'utiliser trop de logiciels que je ne comprends pas. Je prends des logiciels qui sont publics, que tout le monde peut utiliser. Et pour tout ce qui est stockage, j'héberge aussi mes propres serveurs, mes propres NAS, je fais ma propre sécurité. Voilà, j'évite de trop utiliser d'outils qui sont voilà, je Grand parle public. voilà, pour ma vie privée en tout cas. Pour ma vie privée, Ouais. c'est important. Je suis sensible à ça. Après, j'utilise Gmail. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui de faire son Gmail. Ouais, ça reste compliqué. Il y a le Ouais. calendrier, il y a tout. J'utilise Google, voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de mal. D'accord. Et ensuite, je voulais te demander, c'est quoi le mythe le plus répandu à propos des développeurs, d'après toi? Un mythe le plus répandu à propos des développeurs. Est-ce qu'il y en a? Si, je crois qu'il y avait une série, on avait fait une remarque une fois, et ça s'appelait Monsieur Robot. Et Oui, le type, il arrive avec son clavier, il branche, il tape 3 lignes, hop, il est rentré dans Casse-Pare-Feu, etc. Voilà, ça c'est un mythe. Ça c'est un mythe. Il y a personne qui arrive qui sait exactement la sécurité qu'il y a de l'autre côté, donc il sait exactement où aller. On peut avoir des outils qui permettent de le faire, mais quand on regarde, quand on imagine les hackers qui arrivent, il prend son téléphone, il coupe le métro, ouais. etc. Tout ça, c'est Ça reste de la possible. fiction. Ouais. Je dis pas que c'est possible, mais c'est pas, ça ressemble pas trop à ça notre travail. Même si c'est très bien fait la série, hein, je parle de Monsieur Oui, Robot. oui, oui, c'est vrai, On il y a voit beaucoup les apprécié aussi. précisions, on voit les commandes. C'est pas très réaliste. Après, il y a d'autres mythes comme le mythe du développeur qui en ressent, etc. Le développeur qui est 100 fois plus reproductif, etc. Il y a des gens qui sont très forts, qui sont très très rares, qui arrivent sur du code legacy inchangeable, qui finalement te refont l'engine, qui va te faire un traitement beaucoup plus rapide. Mais c'est très rare et voilà, on ne devient pas 100 fois plus productif qu'un autre développeur. Voilà, ça c'est un mythe. D'accord. Et après, ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'il y a actuellement un challenge pour les développeurs qui reste compliqué à relever, soit en termes de nouvelles technologies ou soit en termes de ce que tu évoquais tout à l'heure, par exemple par rapport à l'adaptabilité. Est-ce qu'il y a un challenge de ce type avec l'évolution qui va peut-être un peu trop vite, non? Ouais, alors ça dépend, parce que les challenges, on en a tout le temps. Il y a plein de choses qui sont pas matures. Il y a plein de choses qui sont pas matures et qui évoluent. Je peux pas avoir dans le futur, savoir, je sais pas trop, des challenges qui ont pas été résolus. Si, enfin, il y en a énormément de challenges qui n'ont pas été résolus dans tous les secteurs. En fait, non, dans tous les secteurs. Est-ce qu'il y en a un auquel je pense plus qu'un autre? Non, je ne vois pas. Il y a des challenges partout, quoi. Oui, c'est challenge non-stop. Ouais, enfin, tu vois, je veux dire, on essaie de résoudre les problèmes d'énergie, on essaie de résoudre. Ouais, en fait, je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, mais est-ce qu'il y a un challenge Bah, surtout dans l'IT, hein. C'est vraiment dans ce domaine-là et par rapport à ton activité à toi. Est-ce qu'il y a des Moi, je vois choses que ça évolue très très vite. Donc aujourd'hui, on permet l'accès à ce métier beaucoup plus facilement. Il y a des coding games. Maintenant, on peut même coder dans le navigateur. Je crois qu'il y a Shopify qui propose aussi de coder dans les navigateurs. Il y a tout le monde qui développe des API. Donc, ouais. ça se simplifie vachement. Peut-être l'apprentissage pourrait être encore amélioré. En fait, je pense au e-learning. Tous les logiciels qui permettent voilà, il y en a même pour apprendre l'orthographe. Hein, je vois des logiciels qui permettent de détecter les erreurs qu'on commet le plus et de nous les rappeler. Ouais. Je pense oui, le machine learning, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a encore énormément de progrès à faire. D'accord. Et justement, alors dans le domaine de l'IT, est-ce que pour toi, est-ce que tu vois, enfin, quelque chose qui va émerger, une révolution que le grand public ne connaît pas encore, mais qui va sûrement pas tarder à découvrir prochainement?
Alors, la dernière grosse évolution depuis Internet technique, je pense, dans le réseau, hein, sans rentrer dans les évolutions pour les techniques, hein, parce qu'on pourrait parler de Docker, mais je pense l'usage commun, la blockchain, si tout le monde ne la connaît pas, ça peut être une bonne réponse. Je pense que la blockchain aujourd'hui permet des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, après, c'était très difficile d'anticiper la blockchain avant qu'elle soit créée. Donc là, Ouais. c'est un peu une devinette. C'est un peu une devinette. La personne s'est posé la question de comment résoudre un problème. Il a réussi à le faire avec l'informatique. Je pense qu'il faut vraiment être très intelligent pour être capable d'identifier le problème et d'arriver à, voilà, à voir ça. Donc non, je suis sûr qu'on n'est pas au bout de nos surprises puisque l'informatique est très jeune, mais moi pas assez intelligent encore. Il faudrait que je médite plus. Ouais, mais c'est vrai que oui, par rapport à ça, c'est vrai que la décentralisation et la transparence, c'est quelque chose qui est un peu demandé, on dirait, hein, par les gens. Il y a un besoin de transparence et le fait, par exemple, j'avais lu un article qui évoquait le fait que on pourrait organiser des élections en fait, hein, avec la blockchain. Mais est-ce que c'est vraiment possible et est-ce que c'est dans l'intérêt des gens? Est-ce que c'est dans l'intérêt comment dire, des États de le faire, de proposer ça? À savoir que je sais que mon vote va vraiment être pris en compte, que j'ai bien voté pour tel parti, tel candidat. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, par exemple comme la traçabilité aussi dans l'agriculture. Il y a beaucoup Est-ce que tu de. imagines si quand tu payes tes taxes, tu pourrais voir où ça va? J'imagine que ça peut être quelque chose d'intéressant parce que toi et moi, on en paye beaucoup et on aimerait bien savoir où est-ce que ça va, comment est-ce que c'est utilisé. Mais c'est ce que je disais justement précédemment, c'est est-ce que c'est vraiment dans. Alors, c'est dans l'intérêt du citoyen, mais est-ce que c'est dans l'intérêt des États comment dire, d'avoir ce genre de pratique? Tu veux dire des États ou de l'humanité ou Alors, l'humanité, je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, pour avoir un petit peu d'expérience sur la traçabilité, par exemple, dans l'agriculture, je sais que ça peut être très intéressant parce qu'on peut voir que tel produit, par exemple, a été planté à telle date et que au final, il est arrivé livré et a été consommé par un consommateur de l'autre côté de la planète, par exemple. Mais c'est vrai qu'en termes de, là, ce que tu évoques, par exemple, par rapport aux taxes, ça pourrait être intéressant de se dire, j'ai payé, par exemple, 1000 euros de TVA, voilà, et je vois que ce montant-là, par exemple, va être alloué pour, je sais pas, pour une école, pour une route, pour un hôpital, et se dire, tiens, je vois que ma contribution est vraiment utile. je pourrais pas dire si c'est bien pour les votes, mais oui, je pense qu'il y a un intérêt. Les États préparent leur propre blockchain pour la plupart, hein. Donc il y a un intérêt d'avoir une base de données qui est fiable. La décentralisation, je suis pas sûr que ce soit un truc qui les passionne, par Oui, exemple. moi non plus. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a il y a un usage et tous les points qu'en général qu'on pense, en tout cas les novices pensent de la blockchain sont au contraire voilà, comment dire, sont démontables en fait. La blockchain résout énormément de problèmes. Aujourd'hui, elle apporte aussi énormément de problèmes. Là, on a vu FTX qui a Oui. fait le bilan, qui avait un trou dans ses caisses parce ils ont fait une gestion n'importe comment. On voit aussi que l'Union européenne aussi prévoir sa monnaie numérique. Je pense que c'est pas encore mature, mais c'est certain qu'il y a des personnes qui auront des bonnes idées, des bons usages, et en espérant que ce soit un peu mieux régulé, pas qu'il y ait des abus Oui. là où il y a de la centralisation, parce que c'est là où il y a de la centralisation qu'il y a des abus. Mais si ensuite on décide de s'en servir enfin, voilà, d'utilité publique, hein, peut-être que je pense qu'il y a énormément de cas d'usage où ça pourrait servir. En fait, j'ai l'impression que même on freine son utilisation au Oui. sein du gouvernement, tout simplement. Parce que ça gêne, ça peut gêner que tout soit transparent. Voilà. Pour les votes, effectivement, il y a beaucoup de triche. Il y a beaucoup de triche. Mais bon, c'est pas les seuls usages. Il n'y a pas que des intérêts. Oui, ça peut être utilisé dans beaucoup de domaines. Ça peut être utilisé dans beaucoup de domaines, même commerciaux, privés. C'est pas. Mais je pense qu'on devrait arriver à tendre vers des usages de plus en plus
utilité commune, quoi. D'accord. Intéressant. Discussion intéressante qu'il faudrait continuer hors ligne, éventuellement. Après, je suis pas un expert de la blockchain, hein, c'est juste un dada Oui, mais qui moi non plus. m'intéresse. Hein, mais c'est vrai que... J'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien mieux m'y connaître, mais après, bon, il y a énormément comment dire, de gens qui s'y intéressent, pas forcément des techniciens. Et bah, si tu es à Paris, je crois qu'il y a un petit meet-up Bitcoin tous les premiers mercredis du mois. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que ça s'appelle le Soft Bar, où tu peux aller parler avec des passionnés qui, eux, sont beaucoup plus, je pense, à fond là-dedans que moi. En tout cas. Merci pour la référence. Et la dernière question que j'avais pour toi, Dimitri, c'était quelle est ta citation préférée? Une citation préférée, celui qui n'a pas d'objectif ne veut pas les atteindre. D'accord. Et ça vient d'où? Sun Tzu, l'art de la guerre. L'art de la D'accord, guerre. l'art de la guerre. L'art Okay. de la guerre. Ouais. En fait, il faut se fixer des objectifs, même minimes, et Oui. comme ça, on peut y arriver. Donc, je pense, surtout si on s'adresse à des entrepreneurs, il faut se fixer des objectifs, les gars. Voilà. D'accord. Avancer. Eh ben, j'espère qu'ils prendront note. En tout cas, belle référence, belle citation. Merci à toi. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Encore une fois, c'était vraiment sympa cet échange. Merci à toi pour ton temps. Je te souhaite plein de belles choses d'ici là. Et puis, encore une fois, je réitère mon souhait pour ton projet en espérant que ça se concrétise au Vietnam. Merci beaucoup. Pour Merci cette beaucoup. école de programmation. Mais on reste en contact. Ah bah, j'espère bien. Merci Dimitri, à bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Salut.